Moi, je suis Florent Mouillot, je suis directeur de recherche à l'IRD, Institut de recherche pour le développement. Je travaille au Centre d'écologie fonctionnelle évolutive à Montpellier. Donc, je vais vous parler du bilan de carbone des incendies de forêt. Donc, tout ce qui est la partie combustion, mais aussi quelque chose à laquelle on s'intéresse pas mal récemment, c'est la partie résilience, comment le carbone perdu par les incendies pendant la combustion peut être récupéré dans les quelques années suivant l'incendie lui-même, avec des impacts donc non négligeables sur le climat bien sûr. Donc le contexte, je peux faire avec ça, l'avancée. Ouais. Je vais revenir derrière. Donc le contexte, c'est justement que les incendies contribuent à l'émission de carbone dans l'atmosphère, qui est un gaz à effet de serre qui va influer donc le fonctionnement du climat et le retour sur les processus de photosynthèse dans la forêt. Donc ça c'est le grand contexte, le lien entre ce dont je vais parler et le climat. Donc, ouais, je pense pas. Donc du coup, si on fait un bilan de ce qui se passe au niveau global, donc depuis une vingtaine d'années maintenant, on a accès à des données satellitaires qui couvrent l'ensemble du globe et qui ont permis pas mal de développement de bilans globaux à la fois de tout ce qui est photosynthèse, biomasse, mais aussi du calcul des émissions de carbone dans l'atmosphère. Donc, le dernier bilan, fait par ce groupe-là, donc c'est le groupe GFED, Global Fire Emission Database, estime à 2,1 pétagrammes de carbone par an les émissions de carbone issues de la combustion de la biomasse au niveau du globe, avec principalement donc la zone intertropicale et les savanes comme principaux émetteurs, et en deuxième les forêts boréales. Donc ces 2,1 pétagrammes de carbone par an, ça correspond à peu près à 22% des émissions de carbone issues de l'industrie et des émissions anthropiques. Donc ce n'est pas négligeable du tout. Je pense pas. Donc si on regarde le schéma conceptuel de la dynamique du carbone dans les écosystèmes, on a ce qu'on appelle avant la période, avant l'incendie, on a ce qu'on appelle l'exposition, c'est-à-dire la quantité de biomasse qui est disponible à la combustion. Pendant l'événement incendie, donc on a un incendie qui va arriver, qu'on appelle l'aléa ou le hasard en anglais, on va avoir une certaine résistance de l'écosystème, c'est-à-dire qu'une partie de la biomasse va être brûlée ou non brûlée, qui va même survivre la perturbation, et la vraie perte, c'est ce qu'on appelle la loss en anglais. Donc sur cette partie perdue, on a ces émissions, alors directes, c'est ce qui est réellement combusté, j'espère que c'est du français, combusté pendant l'incendie, et une partie indirecte, c'est la matière morte qui est décomposée après l'incendie. Et ensuite, donc on a, selon une certaine période de temps, on a cette capacité de récupération du carbone avec des espèces avec plus ou moins une croissance rapide après les incendies. Donc ça, c'est un schéma assez théorique où on considère que la biomasse maximum de récupération est la même que ce qu'il y avait avant. Il y a des théories un peu plus complexes de systèmes de blocage ou au contraire d'adaptation qui font que la biomasse post-incendie peut être supérieure à celle avant l'incendie. Donc je reste sur un schéma assez simple ici. C'est le nombre d'années à droite le temps c'est en nombre d'années. Donc là, il n'y a pas d'unité, c'est un schéma, mais c'est en années, oui. Les 5, c'était le numéro de la diapo. Ah ouais. non, c'est en nombre d'années, mais il n'y a pas d'unité. Et donc, du coup, ce qu'on appelle la vulnérabilité d'un système à la perturbation incendie, donc c'est un peu l'intégrale de ce manque de biomasse au cours du temps par rapport à la biomasse maximum qu'on avait avant la période d'incendie. Et la vulnérabilité potentielle, donc c'est cette exposition, la quantité de biomasse qu'il y avait sur la période de temps que l'on veut considérer. Donc on peut avoir des systèmes qui ont une résistance plus importante que d'autres et des vitesses de croissance des espèces avec des vitesses de croissance plus importantes, ce qui fait que la vulnérabilité d'un système pour une même surface incendiée peut être plus ou moins importante.
à l'extrême, qui est la perte totale et une récupération impossible. Et c'est ce qu'on appelle un concept que j'ai vu récemment, que j'appelle l'irrécoverabilité, c'est-à-dire l'irrécupération du stock de carbone qui est perdu pendant la combustion. Donc c'est pour ça que je vais vous parler de la récupération de ces systèmes de ces stocks de carbone. Donc il y a une publication récente qui a été publiée. Donc c'est sur la carte globale des stocks de carbone non récupérables pendant la période de 30 ans, qui est cette période de 30 ans, donc les 30 prochaines années, qui vont être la période critique pour maintenir donc, le réchauffement global à 1,5 degré, et donc la période pendant laquelle il faut qu'on atteigne le bilan zéro. Donc là, ils ont fait cette carte globale en prenant en compte les stocks de carbone des forêts, des sols, et sur le fait que certains stocks vont être irrécupérables. Donc s'ils sont détruits, ils ne seront pas récupérables dans les 30 années qui viennent. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a une thématique émergente de savoir quelle est la vulnérabilité de ces stocks de carbone face au feu. Donc ce n'est pas seulement savoir combien on émet à un temps T, mais c'est aussi savoir est-ce que ces carbones, on va les récupérer dans les 2, 3 ou 30 ans, voire plus, après l'incendie. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc pour ce qui est des émissions de carbone par les incendies, alors en fait c'est une équation assez simple qu'on applique, à savoir que les émissions de carbone, enfin les émissions d'un gaz X, notamment le CO2, c'est une fonction de la surface brûlée en mètre carré, multipliée par la biomasse, multipliée par ce qu'on appelle la combustion completeness, c'est la fraction de biomasse qui est consommée par la combustion, et un facteur d'émission qui est du gramme de gaz par kilogramme de matière sèche consommée. Donc ça, on le fait sur la somme ici, c'est-à-dire la somme des compartiments de la forêt, à savoir les feuilles, le bois, les racines, la litière et éventuellement le sol. Donc tout ça, ça a été intégré dans des modèles qui agissent au niveau global. Donc les plus connus, c'est le GFED, Global Fire Emission Database, et GFAS. Donc GFED est basé sur les surfaces brûlées issues de la télédétection, et le système GFAS est basé sur la télédétection aussi, mais sur l'énergie radiative captée par ces capteurs de télédétection. Donc c'est les deux grands bilans qui sont faits au niveau global. Donc je vous ai dit que c'était une équation simple, mais c'est plein d'incertitudes, notamment sur les surfaces brûlées. Donc on utilise donc les données qu'on utilise là, dans ces GFED, GFAS, c'est basé sur des données globales. La résolution spatiale, c'est 500 mètres de résolution, le pixel. Ça a été fait par la NASA, donc c'est ce qu'on appelle le produit MCD 64A1, peu importe, et par l'Agence spatiale européenne, FireCCI 5.1, qui a une résolution de 250 mètres, donc un peu meilleure que les données fournies par la NASA. Donc ça, c'est la référence des surfaces brûlées au niveau global. C'est ce qui est utilisé dans ces systèmes-là. Par contre, quand on regarde ces données globales, NASA ou FireCCI, par rapport aux vraies surfaces brûlées représentées ici en jaune, on voit qu'il y a de grosses incertitudes, soit de l'omission, ce qu'on appelle, donc de la surface qui manque, ici par exemple, les données globales détectent ce carré rouge ici, il manque tout ça, ou au contraire, des fois détectent trop de feu, sur un petit feu comme ça, ils vont détecter une surface beaucoup plus importante, c'est l'erreur de commission. Donc il y a pas mal d'erreurs quand même sur ces surfaces brûlées. Je vous passe rapidement ça, mais en gros, sur la Grèce, on estime que les données globales capturent uniquement entre 60 et 80% de la surface réelle brûlée. Et une étude récente publiée dans PNAS, la revue américaine nationale, en utilisant une nouvelle base de données avec des capteurs globaux à 10 mètres de résolution, ont montré qu'on avait sous-estimé jusqu'à présent avec ces capteurs MODIS de 30 à 100% de la surface, c'est-à-dire on pourrait doubler la surface brûlée par rapport aux capteurs qui ont été faits jusqu'à présent. Donc c'est assez, on a beaucoup sous-estimé. Deuxième chose, sur la biomasse, c'est pareil. On utilise la télédétection spatiale pour estimer la quantité de biomasse à brûler.
Donc là, c'est pareil, il y a plein de produits qui ont été faits depuis les années 2000 avec les avancements de la télédétection. Quand on regarde tout ça par rapport, par exemple en Europe, à la comparaison des inventaires forestiers, on a des fois des biais positifs sur tous les produits globaux, donc c'est les points verts, des biais négatifs, bon, très peu, un peu ici, mais globalement, tout ce qui est la surface grise, c'est en fait pas d'accord entre tous les produits globaux fournis à l'échelle globale et valable pour l'Europe par exemple. Donc ce non-agreement là, c'est ce désaccord entre les différents produits issus de la détection, ça crée une grande variabilité, une grande incertitude sur cette donnée biomasse. Troisième point, c'est le facteur d'émission. Donc le facteur d'émission, c'est ce rapport entre la quantité de matière sèche brûlée et l'émission d'un certain gaz, le CO2, le CO ou un autre gaz à effet de serre. Jusqu'à présent, ces études globales, là, j'ai fait des GEFAS, ils utilisaient une valeur statique de facteur d'émission pour différents biomes et pour différents gaz, CO2, CO, CH4 par exemple. Ça avait été publié dans les années 2011. On avait cette valeur statique pour toutes les saisons et pas de variabilité interannuelle. Il y a une étude qui a été publiée l'année dernière, en 2023, par un groupe de Néerlandais, de l'Université d'Amsterdam, où ils ont été échantillonnés avec des drones pour capter la composition chimique des nuages de fumée pendant les incendies, donc principalement dans les zones de savane. Et ils ont observé ces courbes en orange là, c'est en fait une forte variabilité du facteur d'émission au cours de la saison en fonction de différents facteurs, que ce soit la phénologie des plantes, le climat, enfin tout un tas de facteurs qui font que le facteur d'émission n'est pas stable. Donc c'est le trait rouge ici qui était issu de Akage et al. Donc au lieu d'utiliser un facteur d'émission stable ici tout au long de l'année, les nouveaux modèles utilisent cette variabilité saisonnière du facteur d'émission. Donc à chaque fois, des nouvelles avancées qui modifient considérablement le bilan de carbone au niveau global issu des incendies. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais parler de ce qui se passe en France, où on en est de cette estimation du bilan de carbone issu des incendies. Ce qui est utilisé pour la France, il y a deux instituts qui donnent les informations sur ce bilan de carbone des forêts françaises. C'est le CITEPA qui est mandaté par le gouvernement. Donc vous trouvez ici là, tous les rapports annuels sur tout un tas d'émissions de gaz à effet de serre dans les systèmes forestiers et agricoles. Et la deuxième information qui est utilisée, principalement par les médias parce qu'elle est assez mise à jour régulièrement, c'est Copernicus, le service Copernicus européen qui vous donne toutes les informations quasiment en temps réel des surfaces brûlées et des émissions, donc toujours par ce système donc GEFAS qui est issu des données MODIS de la NASA et d'un système automatique de calcul d'émissions de carbone. Donc ça, il y a un biais sur ça, c'est que c'est disponible uniquement depuis l'année 2006, je crois. Et ça, c'est disponible en ligne en temps réel, c'est-à-dire que tous les médias, dès qu'il y a un feu en France, utilisent cette information-là. Et donc, c'est une histoire des feux assez récente, c'est-à-dire depuis 2006. Donc, on va voir le biais un peu qu'il y a avec ça. Mais c'est l'information qui est disponible en temps réel parce que les informations issues des satellites sont transmises quasiment en temps réel au système et la conversion en émission est transmise au système Copernicus. Donc, en parallèle, il y a le système français, donc BDIF, du ministère de l'Agriculture, qui recense toutes les surfaces brûlées au niveau de la France, donc ses connexions avec les SDIS, les pompiers, qui déclarent toutes les surfaces brûlées. Donc ça, c'est disponible depuis les années 1973 pour la partie méditerranéenne et pas mal d'informations depuis les années 2006 sur la France entière, donc qui couvre aussi la forêt tempérée et la forêt des Landes. Donc là, on observe ici donc la tendance des surfaces brûlées depuis 2006 jusqu'à 2022, avec cette fameuse année 2022 qui a marqué les esprits. Donc c'était la dernière grande année de feu, notamment dans les Landes. Je trouve pas le petit pointeur. Notamment dans les Landes avec les grands feux de Landiras.
Donc ça, cette information depuis 2006, tous les ministres, journaux ont conclu les feux augmentent, c'est la pire année des feux qu'il y a jamais eu en France, etc., etc. Les conclusions sont basées sur cette période-là, 2006-2022. Si on regarde les données depuis 1976 et encore plus avant, en fait, on a une diminution des incendies depuis les années 70 en France. Donc le message est complètement différent du message qui est relayé dans les médias. Si on regarde cette période-là, effectivement, ça augmente, mais à partir des années 90, il y a eu de gros efforts de mise en œuvre de lutte incendie, le développement des canadaires, des stations de pompiers, et ça a bien marché. Dans les années 90, il y a eu une belle descente des surfaces incendiées, avec le minimum dans les années 2000. Ça augmente depuis maintenant, mais si on regarde depuis les années 80, depuis les années 76, la tendance est la diminution. C'est-à-dire l'année 2022 il y a eu des années pires dans les années 80 par exemple. Effectivement, si on regarde la forêt des Landes, c'est effectivement la pire depuis les années 76, mais l'année 1949 a été encore pire que cette année 2022. Donc il y a des messages médias et malheureusement reliés au gouvernement, mais les pauvres ne peuvent pas tout savoir, qui sont faux, issus de ces données un peu à long terme. Les incendies de forêt, c'est un événement stochastique, hein, il y a des temps de retour longs, comme les crues. Il faut avoir des séries à long terme pour bien envoyer un message correct aux médias et aux politiques. Bref, donc voilà l'histoire des incendies depuis les années 76. Ce qui nous manque bizarrement aussi, c'est qu'on a ces informations au niveau local, donc des événements incendies et de la surface, mais quand on demande à BDIF, au service forestier, est-ce qu'on a une cartographie des incendies, savoir le contour final des incendies depuis les années 76, ça n'existe pas, ça existe partiellement, ça a été fait un peu à la main par les pompiers, mais ce n'est pas vraiment disponible parce qu'on n'est pas sûr du contour, bref, on n'arrive pas à avoir l'information. Donc ce qu'on a fait récemment, donc on est financé par l'Observatoire des sciences de l'univers OREM à Montpellier depuis quelques années. On a lancé une campagne de contours systématiques des feux référencés dans la base BDIF pour avoir finalement ces contours. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on utilise, ça s'appelle Google Earth Engine, c'est Google qui a stocké les images Landsat depuis les années 70-80 dans son serveur. Il y a une interface de code, on peut lancer nos petits codes, ça analyse toutes ces données de télédétection qui sont stockées chez Google et ça nous sort l'information qu'on veut juste retenir au lieu de télécharger toutes ces images lourdes en mémoire. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est que par exemple, là on savait qu'il y avait eu un feu, donc ça c'est le feu de l'Atteste avec la du Pilat que vous voyez ici. Je ne vois pas bien ce petit pointeur. Ah voilà, la dune du Pilat que vous voyez ici. On savait qu'il y avait eu un feu là. Donc on va dire à notre outil Google Earth Engine que, ok, je sais que la partie verte là c'est du brûlé, je sais qu'il y a eu un incendie ici, et la partie bleue, donc la mer, la partie sud, la partie ici elle n'a pas brûlé, donc je la mets en bleu, je sais qu'elle n'a pas brûlé, et l'outil Google Earth Engine qui s'appelle BAMS va reclassifier de manière automatique les pixels brûlés et non brûlés pour avoir un contour des feux précis avec maintenant les images Sentinelle à 10 mètres de résolution ou les images Landsat à 30 mètres de résolution. Donc beaucoup mieux que ce qui est fourni par Modis. Donc on a fait ça pour tous les feux, pour tous les grands feux, on va dire, supérieurs à 50 hectares sur la France depuis les années 84. Donc on a un petit peu cette description des feux avec beaucoup de feux Méditerranée, pas mal de feux dans les Landes, mais un petit peu en Bretagne, Sologne, les feux de 2022 dans le Jura. On a récupéré donc ces données, donc on a cartographié plus de 1500 feux depuis les années 80, supérieurs à 50 hectares, sur ce travail. Donc ça, c'est une nouvelle donnée qui n'existait pas jusqu'à présent sur la France, ou moi qui n'était pas disponible ni à la communauté scientifique, ni à la communauté sociétale, on va dire. Deuxième information qui manquait donc, dans mon calcul d'émissions de carbone, c'est la biomasse. Donc, ce qu'on avait en biomasse jusqu'à présent, c'était les points IFN qui nous donnent une description terrain de la hauteur des arbres, du diamètre, de la quantité d'arbres, des espèces, etc., la densité du bois. Et on a une information point de la biomasse sur un territoire, donc avec une distance, je crois, d'une vingtaine de kilomètres entre tous les points de l'IFN, fait tous les 5 ou 10 ans sur les territoires français.
Donc là, c'est pareil, il y a des nouvelles avancées en télédétection. Donc ça tombe très bien, mon collègue Martin Schwartz va nous parler de ça juste après ma présentation. Donc c'est depuis 2019, il existe une nouvelle donnée qui est ça s'appelle JEDICE au niveau global. C'est l'information LIDAR qui nous donne une information verticale de la végétation. Jusqu'à présent, on avait les données Landsat qui étaient une image spectrale horizontale de la végétation. Maintenant, les nouveaux satellites nous donnent une information sur la structure verticale. Donc là, on peut avoir une information de la hauteur des arbres sur le territoire français. Notre ami Martin a utilisé ces données JEDI et a utilisé les données de hauteur d'arbres de l'inventaire forestier pour regarder donc les relations entre la hauteur et la biomasse des arbres sur les territoires français et inverser ces relations pour, à 10 mètres de résolution, générer la carte des hauteurs, volumes et biomasse de la France pour l'année 2019. Donc ce travail a été publié en 2023. Et donc c'est une nouvelle information cruciale pour cette histoire de biomasse et combustion sur les territoires français. Donc voilà, c'est les deux avancées pour aller un peu plus loin que ce qu'ont fait GEFAS et GEFED avec des données beaucoup plus précises sur les incendies en France. Et on a sorti donc les premières émissions de carbone avec mon étudiant Lilian Vallée avec ces nouvelles informations. On a été fortement impacté par l'année 2022, forcément, sur cette thématique-là. Et on a été interpellé par cette observation-là, qui était cette combustion des sols plus d'un an après les incendies à Landiras. Ce sont ces fumerolles qui apparaissent, qui fument toujours, hein, on est 2 ans après maintenant, ça fume toujours dans cette zone-là. Ça fume près des lacs, dans des zones super humides, et les pompiers ont eu du mal à éteindre ce feu, et même Landiras, en fait le grand feu de Landiras, c'est 2 feux. Un premier feu d'une belle surface de 6000 hectares qui s'est arrêté pendant une dizaine de jours et qui a repris à cause de ces feux de sol pour refaire un deuxième feu de 6000 hectares. Donc c'était un feu en 2 temps avec un processus assez particulier qu'on n'est pas habitué à voir en forêt tempérée, mais qui est assez classique en fait dans les forêts tropicales et dans les forêts boréales. Cette histoire de combustion de sol organique. Donc pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé, donc ça c'était de l'information des pompiers qui étaient sur le terrain, qui nous informaient de ça, c'était dans les journaux. Et on a regardé ce qui s'était passé sur les tours atmosphériques. Donc on avait de la chance d'avoir à Biscarrosse, donc juste à côté du Pilat et du feu de Landiras, il y a cette tour ICOS atmosphère, donc qui mesure en temps réel toutes les demi-secondes les concentrations en CO2 et CO de l'atmosphère, donc à une hauteur assez importante. Je ne sais plus, je crois que la tour, elle est je crois que c'est à 100 mètres de hauteur. Et il y a un facteur très important dans le nuage de fumée d'un incendie, c'est le ratio entre le CO2 et le CO. Ce qu'on appelle la combustion de flamme génère davantage de CO2 que de CO. Une flamme, c'est bien oxygéné, ça génère du CO2. Une combustion étouffée, donc une combustion de sol, a beaucoup moins d'oxygène pour alimenter la combustion et elle est beaucoup plus riche en CO qu'en CO2. Donc avec ces mesures en continu à la tour à flux, on en calcule ce qu'on appelle le mixing ratio, qui est la fraction de CO2 par rapport à CO2 plus CO dans un nuage de fumée. Donc si on reprend notre feu des Landes, au départ du feu, forcément, il y a eu la phase de flaming, donc les flammes dans les aiguilles ont pris feu. On avait beaucoup de flammes, beaucoup de CO2 et très peu de CO. Ce petit nuage de fumée se déplace tranquillement vers la tour à flux, et pendant ce temps, au temps T2, on commence à avoir, on a toujours ce flaming des aiguilles de pin sur le front de flamme, et derrière le front de flamme, on commence à avoir de la combustion étouffée, à la fois du bois qui brûle moins longtemps, de manière moins avec moins de flammes que les feuillages, et donc on commence à avoir autant de CO2 que de CO.
Et ensuite, on passe à la phase de smoldering total, donc de combustion étouffée, où là, on n'a plus de flamme, on n'a que de la fumée avec beaucoup de CO, d'autant que ça commence à combuster, à consumer le sol et les couches profondes du sol. Et pendant ce temps-là, on a ce petit nuage de fumée qui arrive sur notre tour où on peut capter toute cette information-là. Donc voilà ce qu'on a fait, hein. Ça c'est le panache de fumée du feu de Landiras, la tour de Biscarrosse était ici. Donc on a bien capté le nuage de fumée qui était dans ce feu de la Teste et ce feu de Landiras. Donc ça je vous passe les détails, hein, mais on a fait du travail de simulation d'émission du nuage de fumée pour filtrer les données de la tour à flux. Et on a obtenu donc ce ratio de CO2 par rapport à CO2 plus CO sur différentes tours. Donc la tour de Biscarrosse ici en jaune, la tour de l'O3HP qui est ici donc pour les feux méditerranéens qui est située ici, et les feux de Bretagne avec la tour de Roscoff. Donc c'est cette même tour à flux qui enregistre les mêmes choses. Donc ce qu'on a observé, c'est que globalement, le ratio CO2 sur les autres gaz, enfin sur CO2 plus CO, dans les zones méditerranéennes, voire Bretagne, on est à des valeurs assez élevées. Donc il y a beaucoup de CO2 par rapport à CO2 plus CO. Et sur le feu de Landiras, on était à un ratio très bas, ce qui nous confirmait qu'on avait bien eu cette combustion étouffée des sols très particulière sur le feu de Landiras. On regarde ici quand même malgré tout que le feu de Bretagne, il y a eu quand même aussi pas mal de feux de sol. Et effectivement, le feu de, je ne sais plus comment il s'appelle, des monts d'Arrée. Les monts d'Arrée, il y a une partie qui est une tourbière qui a brûlé pendant les feux 2022. Et on a capté ce signal CO. Donc à partir de tout ça, on a modifié l'équation en prenant en compte la partie smoldering et la partie flaming dans les équations. Je vous passe les détails, mais en gros, voici les émissions de carbone qu'on a simulées. Donc là, c'est la partie végétation en vert et c'est la partie sol en brun. Donc on a on estime qu'il y a autant de CO2 qui provient du sol que de la biomasse sur les feux 2022. Donc, ce qui fait que nos émissions de 6,2 mégatonnes de carbone pour 2022 sont 2 fois ceux estimés par le modèle global GEFAS, 2 fois plus. Et en termes de CO, là c'est absolument énorme. Si on prend en compte que la biomasse, on en a très peu, mais si on prend la combustion du sol, ça explose les taux de CO. Hein. Donc on est passé de 0,2 estimé par GEFAS, 0,2 mégatonnes, à 1 point, donc 5 fois plus que le modèle global. Donc ça, c'était assez grosse modification sur cette affaire-là dans l'estimation globale des émissions pour la France. Si on va plus loin, avec cette cartographie des tourbières sur la France, on pourrait avoir une estimation du risque de ces feux de sol qui est pour l'instant pas du tout pris en compte dans la prévention des incendies. On est sur biomasse de sol, des arbres, pardon. Donc à voir si cette carte-là pourrait modifier un petit peu la carte des risques, du moins en termes de carbone. Je ne parle pas des habitations et des vies humaines, bien sûr, c'est uniquement du carbone. Donc je fais la dernière partie de mon talk, c'est bon, je ne suis pas trop en retard. Combien ? 10. Ouais, c'est bon. ça va. Donc du coup, la question c'est est-ce que le carbone émis par les incendies est récupérable dans les 30 prochaines années pour respecter cette conservation du réchauffement climatique à 1,5 degré ? Donc là, si on veut bien faire, sur la période 84 à 2000, il nous aurait fallu cette jolie carte de Martin, il aurait fallu qu'on l'ait depuis les années 80. Or, ces données de JEDI, on les a que depuis 2019. Sinon, ça aurait été très bien. On ne les a pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris la carte de 2020 de cette biomasse en France, et on a fait rétrospectivement, avec notre histoire des feux depuis les années 84, on a 35 années, donc ce qu'on appelle de temps depuis le dernier feu. C'est-à-dire sur un pixel donné, on sait qu'il a brûlé il y a 30 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, etc. Donc du coup, on a regardé sur un feu qui avait brûlé en 1990 par exemple, donc c'est-à-dire il y a 30 ans, on a regardé quelle est la biomasse en 2020 avec la carte de biomasse actuelle. Donc on a généré ce point-là, donc la moyenne et la distribution des biomasses présentes sur ce contour de feu.
On a fait ça pour tous les feux de notre base de données 1984-2020 et on a obtenu cette série temporelle de reconstitution des stocks de carbone au niveau français. Donc voilà, 1762 feux analysés, 53 millions de pixels, enfin ça fait un joli jeu de données. Pour aller un peu plus dans l'approfondissement de tout ça, donc là on a toutes les espèces, tous les climats de la France, tous les types de sols, c'est tout mélangé. On a fait une analyse qu'on appelle Random Forest pour essayer d'expliquer cette reconstitution de biomasse. Donc elle était fonction du temps depuis le dernier feu, mais aussi des espèces, du climat, de la topographie. On a pris tout un tas de variables pour estimer ça au niveau français. Donc ça c'est la validation du modèle, donc la biomasse observée en fonction du temps depuis le dernier feu par rapport à la biomasse prédite, donc on était plutôt pas mal. Et on a obtenu cette carte de vulnérabilité des stocks de carbone forestier au feu en France. Donc ce qu'on observe, donc les valeurs bleues, ce sont les systèmes forestiers les moins vulnérables, et en rouge les plus vulnérables. Donc les moins vulnérables, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ici, c'est-à-dire qu'on a des systèmes forestiers qui ont très peu perdu pendant l'incendie, c'est-à-dire qu'ils avaient une forte résistance, très peu de mortalité, et qui ont récupéré leur biomasse dans les 30 années suivant l'incendie. Ce qu'on appelle les systèmes à très forte vulnérabilité, c'est ceux qui ont perdu beaucoup pendant l'événement incendie et qui n'ont quasiment rien récupéré dans les 30 ans suivant l'incendie. Donc ce qu'on observe ici, ce qui est assez, donc notre indice de vulnérabilité, je vous rappelle, c'est cette R là sous la courbe entre ce qu'on a perdu et sur les 30 prochaines années, est-ce qu'on va la récupérer ou non. Donc ce qui est amusant ici, c'est qu'on se préoccupe beaucoup de la forêt méditerranéenne pour la protection des incendies, c'est là où il y en a le plus, c'est normal. Mais donc l'année 2022 qui a été marquée par des incendies davantage sur la zone nord, en fait là ça a attaqué les zones les plus vulnérables malheureusement. Donc l'enjeu est d'autant plus important quand il touche cette zone du nord de la France. Celle-là je pars, c'est la carte de la vulnérabilité relative. La vulnérabilité relative, c'est la part de la zone orange là divisée par la vulnérabilité potentielle. On retrouve la même chose que la forêt méditerranéenne, ici en bleu, et la moins vulnérable par rapport aux forêts en rouge, donc les forêts principalement du nord et de l'est de la France. Donc pourquoi obtient-on une telle variabilité donc, de vulnérabilité au niveau français? Donc je vous rappelle, donc c'est trois grands types, on va dire. Donc en gros, on a ici les chênes sempervirents, donc qui ont une grande résistance, c'est-à-dire ils perdent très peu de biomasse après l'incendie et ils le récupèrent assez rapidement, par rapport à d'autres espèces comme le spruce qui perd une grande quantité de biomasse et qui a du mal à la récupérer. Donc là, c'est la carte de résistance en jaune. Donc en jaune, les parties jaunes sont les espèces qui sont les plus résistantes en France. Et en bleu sont les espèces qui ont une vitesse de croissance la plus rapide en France. Donc on a les landes là, qui sont gérées, qui ont une forte vitesse de croissance. Le pin des Landes est fortement affecté, il ne résiste pas au feu, mais il a une croissance très rapide. Et en Méditerranée, on a les deux stratégies. Ça résiste bien et c'est une croissance pot-de-feu assez importante. Et quand on regarde donc, les stratégies associées à ces différentes espèces emblématiques, on a le chêne sempervirent ici, donc ça inclut le chêne liège, qui résiste fortement avec sa couche de liège sur le tronc, et qui a la capacité de régénérer après l'incendie. Et en intermédiaire, on a les pins qui ont cette capacité, donc cette sérotinité, qui ont cette capacité d'avoir des graines qui sont stimulées par le feu et qui régénèrent juste après le feu, qui peuvent régénérer de manière assez rapide, et ils n'ont pas de stratégie de résistance. Et on a les espèces du nord de la France qui ont ni l'un ni l'autre, ça ne résiste pas et ça n'a pas spécialement les graines adaptées pour régénérer au feu. Donc nos observations de télédétection sont en parfait accord avec les stratégies qu'on connaît des espèces forestières françaises. Je termine avec mes conclusions principales. Donc l'année 2022, on a eu 7,95 mégatonnes d'équivalent CO2 émis par les feux de forêt en France. Donc déjà, c'est que cette nouvelle procédure qu'on a mis en place, c'est 2 fois les estimations proposées par les modèles globaux de type GEFAS et Copernicus, qui sont jusqu'à présent la référence sur la France.
Ça représente 2% des émissions des gaz à effet de serre de la France, donc, par les émissions anthropiques. Et c'est 30%, ça représente 30% du pouvoir de séquestration annuel des forêts françaises, donc la capacité photosynthétique. Donc ce qui est pas négligeable du tout. Deuxième conclusion, c'est que les forêts méditerranéennes sont les plus affectées par les feux. Donc voilà, voici une carte de la distribution des feux sur la France. Donc la région méditerranéenne est beaucoup plus affectée. Mais c'est aussi la plus résiliente, la plus résistante et la plus résiliente. Donc le danger pour le futur, c'est éventuellement qu'il y ait davantage de feux sur cette partie nord française qu'il y en ait plus sur la partie méditerranéenne. De l'optimisme, c'est que la gestion forestière peut agir comme un levier d'action, notamment on observe ça dans les Landes, que même si la forêt est complètement détruite, en replantant, en réensemençant, on a des vitesses de recolonisation qui sont assez importantes. Et donc voilà, le danger, c'est que les forêts tempérées, donc du nord de la France, sont les moins adaptées au feu, mais pourraient être les plus affectées dans le futur, avec cette carte du réchauffement climatique, par exemple, de l'augmentation des températures qui sera assez importante dans la partie nord de la France. Voilà, j'ai terminé. Donc merci à mes étudiants, à Martin, Lilian qui a soutenu sa thèse récemment, et mes collègues Philippe Sier, Charbel Abdallah et Thomas Lovo pour la partie atmosphérique. Voilà. Est-ce que vous avez recoupé les deux approches pour le stock de carbone sur une zone sur laquelle vous aviez peut-être fait votre calcul avant qu'elle brûle, et puis sur la même zone une fois qu'elle a brûlé? Est-ce qu'il y a eu un recoupe pour voir un peu si le modèle de calcul de carbone rejeté se recoupait avec ce que vous avez vous calculé avant que ça brûle? Ton modèle, il utilise la carte. Je sais pas. Et j'essaie de. Le modèle utilise ces cartes-là, mais du coup, dans sa validation, il doit avoir des points. Il doit avoir des points qui ont brûlé il y a 30 ans, enfin dans sa courbe de validation, là, hauteur observée, hauteur Jedi, il y a des points qui ont brûlé il y a une trentaine d'années, où ça fait partie du nuage de points, mais on n'a pas regardé spécifiquement sur ce nuage de points si le modèle qu'on avait fait de reconstitution de la biomasse, non, on n'a pas comparé deux. Donc ça pourrait être intéressant de regarder, effectivement. Alors moi j'ai une question pour Florent, parce que je ne suis pas bien sûr d'avoir compris, c'est contre-intuitif. Au bout de 3 jours, là, on a les neurones qui saturent un petit peu. Mais si j'ai compris quand même ce que ton exposé, c'est que l'enjeu carbone, il est beaucoup plus sur le nord de la France que sur le sud, finalement, ce qui est contre-intuitif par rapport à ce que... Oui, alors, oui, non, c'est ça le message que je voulais faire passer, c'est-à-dire qu'on s'intéresse principalement à la zone méditerranéenne qui brûle le plus, donc effectivement, il y a un intérêt à se focaliser là-dessus. La forêt du Nord ne brûle pas beaucoup dans les dernières décennies. Avec les changements climatiques, ça risque de plus monter vers le nord que de s'intensifier en Méditerranée. Et pour une augmentation admettons, de 10% de la surface brûlée avec un shift, enfin une dérivation vers le nord, l'impact carbone sera beaucoup plus important que 10% de plus dans les forêts méditerranéennes. Voilà, c'est ça la différence. Entre 10% de plus de surface brûlée sur la forêt méditerranéenne, ou 10% où ça reste pareil en forêt méditerranéenne, mais tous ces feux vont passer sur le nord, l'impact carbone sera beaucoup plus important. Pas grand monde à ça en tête. Ben, si ça commence à rentrer. Les chercheurs. Enfin, non, je pense que le message passe auprès des services de prévention et de. Alors, on avait. André-Jean. Du coup, récupération comparée entre après un incendie ou après une coupe rase. Est-ce que ça a été regardé? Non. Du coup, nous, on a éliminé tout ce qui était coupe, mais je pense que ce qu'a présenté Martin, le travail d'Agnès Pellissier, je pense qu'il y a une diapo là, de récupération. Ouais. Il faudrait que je lui demande, je ne sais pas si elle a regardé, je pense qu'elle l'a différencié en fonction de si c'est un incendie ou pas. Est-ce qu'on peut aller plus vite là? Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Là, c'est la récupération après une perturbation. Une perturbation. Je sais pas, il faudrait que je lui demande en fait. Si c'est un incendie ou bien une coupe. Voilà.
la En fait- carte de Send Decided, je crois que c'est toute perturbation confondue. Alors je sais pas maintenant, si- ils ont une nouvelle carte d'attribution Voilà. où ils disent si c'est un incendie, si Ok. c'est une coupe, c'est une attaque d'insectes, etc. Donc ça donne, on peut raffiner en fonction de la perturbation et avoir des choses assez différentes. Ça serait intéressant de savoir parce que si Ouais, l'aventure c'est proche, ça vaut le coup de couper le plus vite possible. Mm. Oui. que le risque d'incendie se manifeste. Après, il y a quand même la récupération post-perturbation, que ce soit incendie ou même une coupe, elle dépend aussi beaucoup des pratiques locales forestières. C'est-à-dire Oui, que bien sûr. si on replante Semis ou plantation, voilà, ça va pas faire ça n'a pas la même chose que régénération naturelle. Donc il faudrait avoir une carte aussi qui donne ça, et je suis pas sûr que ça existe à grande échelle, en tout cas Donc, ça vaut pour le coup de moment. regarder, c'est ça que- Ouais, bien sûr. Alors, il nous reste une ou deux questions. Sébastien en a pris une. Denis et Jean-Paul. Et on en restera là. Alors moi j'ai une question toute simple. On a vu que pour les incendies, on avait pris des mesures sur des tours spécialisées. Pourquoi ne pas avoir fait passer des drones avec des capteurs dans les plumes d'incendie? Alors, ça, c'est quelque chose qu'on... Alors, les drones, alors déjà, les drones, il faut être préparé. Dès qu'il y a un feu, il faut réagir dans la demi-journée. Ça a été possible, donc ce que j'ai Tu veux cité, remettre là, les les collègues hollandais, c'est ce qu'ils ont fait dans les tropiques, où ils savent que quasiment à cette période-là, tous les jours, il y a un feu qui va partir. Ils ont pu être réactifs et avoir ces drones dans les nuages de fumée. Là, je suis en train de discuter. J'étais en train de Si tu veux mettre tes discuter. slides quelque part. Ouais. Non, c'est pas obligé. Hein. Je suppose, ouais. Là, ce que j'étais en train de discuter, justement, je me suis posé la question si on pouvait le faire en Europe. En fait, il y a interdiction de vol pendant l'incendie à cause des canadaires qui passent. Donc, on va essayer de le faire l'hiver prochain sur les feux prescrits. Feux prescrits, c'est les feux de février-mars. Où les pompiers sont là et mettent le feu intentionnellement dans des conditions les plus safe possibles pour pas que ça se propage. Et donc on aura ce nuage de fumée, on pourra essayer de faire passer des drones. Il n'y a pas de canadair et tout ça. Voilà. Donc pour l'instant en France c'est la seule fenêtre possible. Alors je m'étais commencé à me renseigner de faire voler des drones, mais genre loin de l'espace aérien d'intervention du canadair. C'est peut-être possible, mais bon, pour l'instant c'est compliqué. Voilà. D'où le travail pour l'instant qui a été fait uniquement sur les forêts de savane où voilà, la régulation est un peu floue et il n'y a pas de canadair de toute façon, donc ça passe pas. Mais ça, c'est ce qu'il faudra faire. J'avais une question, c'est peut-être un peu analogue. Les collectivités locales, elles font des campagnes de mise à jour topographique avec des lidars pour les SCOT et les PLU. Hein, vous savez ce que c'est, les SCOT et les PLU? Moi, je passe. Pour les PLU, plans de corps de rue certifiés, la CRS, positionner tous les réseaux à 10 cm près au sol, les systèmes d'information géographique, enfin j'en passe. Et pour ça, ils utilisent des avions. Bon, les drones sont pas... Ils n'arrivent pas à porter toute la ferraille, enfin les capteurs qu'il faut emporter. Pourquoi est-ce que vous ne vous mariez pas avec ces gens-là? C'est des cartes en général qui se font à l'échelle départementale, avec un seul... Ils ont un passage d'avion qui va scanner tout le département. Et on fait ça tous les 5 ans environ. Et vous pourriez rajouter vos capteurs dessus et avoir des vues sans doute donc plus précises que les satellites. Puis en vous débrouillant bien, vous pourriez, en disant que la forêt, vous n'avez pas d'argent, ce serait les collectivités locales. Dans la Manche. Non mais enfin, c'est effectivement une idée intéressante. Je ne sais pas du tout à quel point c'est possible de rajouter par exemple un capteur comme ça sur un avion comme... C'est pareil que les capteurs sur satellite. Oui, mais c'est... Un avion ou dessous, ou sous les ailes. J'imagine que ça doit être possible. Pourquoi on ne le fait pas je ne sais pas si on a déjà essayé. Moi j'avoue que je n'ai pas... je m'y suis jamais intéressé, mais j'émettrai l'idée auprès de Philippe qui saura mieux me répondre par rapport à ça. Et peut-être qu'il a déjà essayé ou peut-être qu'on n'y a jamais pensé. Mais effectivement, il y a énormément en fait, de jeux de données qui sont très intéressantes pour le suivi des forêts, qui sont acquises dans diverses conditions, notamment pour des usages spécifiques et qui pourraient être utilisées pour autre chose ensuite. Oui, peut-être on manque un peu de passerelle entre les différents domaines, on va dire, pour avoir accès à des données, mais
Non, mais c'est une bonne idée. Je retiens et je demanderai. Ouais. Alors j'avais Jean-Paul, mais pour finir, sinon on va... Ou si c'est très court éventuellement. Et Jean-Paul, vas-y. La question concerne les incendies de sol. Bon, effectivement, de temps en temps, on entend parler et on a compris que ça posait de gros problèmes aux pompiers pour les éteindre. Mais au-delà de ça, dans la mesure où le ratio CO sur CO2 augmente, il y a plus de CO, est-ce que ça va jusqu'à poser des problèmes de risque pour les intervenants? Les pompiers au sol? Les pompiers au sol? Non, en fait, c'est quand même des grands incendies qui... les émissions de gaz vont dans l'atmosphère assez haut, ce n'est pas des gaz qui restent au sol. Et les concentrations, somme toute, restent pas nocives, on va dire, au point de... Et de toute façon, les pompiers sont protégés, c'est aussi nocif que les autres trucs. Ouais. Donc non, que ce soit CO2 ou CO, il n'y a pas d'impact plus important sur les pompiers à ma connaissance.